Bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce dialogue virtuel qui promet d'être très intéressant sur un sujet d'actualité, les élections générales au Nigeria. En effet, faire des rendez-vous électoraux des moments privilégiés, c'est de débat public, c'est vraiment l'objectif de Wati à travers ces initiatives élections. Alors, les élections générales présidentielles au Nigeria sont prévues pour le 25 février 2023 et en même temps, les Nigérians éliront leurs prochains représentants. Alors, pour ce faire et pour mieux comprendre les enjeux de ces élections, nous avons initié ce dialogue virtuel avec M. Gilles Abi, directeur exécutif du Think Tank Wati, et Teniola Tayo, qui est analyste politique et économique chargé de recherche associé à Wati. Je vais sans plus tarder laisser la parole à M. Yabi pour entrer dans le vif de la matière. Merci beaucoup et excellente discussion à tous. Merci beaucoup, Adji. Merci, Teniola Tayo, d'avoir accepté l'invitation de Wati. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre donc pour ce dialogue virtuel autour des élections générales au Nigeria. Comme on n'a qu'une heure, on va aller assez rapidement aux questions. Peut-être juste le temps de rappeler deux choses. La première, Hadi vient de le dire, sur le site de Wati, www.wati.org, nous avons une initiative Élections Nigeria où vous pourrez retrouver beaucoup de documents de contexte sur le Nigeria, qu'il s'agisse d'une présentation générale, qu'il s'agisse de la situation économique, de la situation politique, sécuritaire, éducative et d'autres dans d'autres domaines. Vous allez retrouver aussi les biographies des candidats à cette élection présidentielle et les programmes de ces candidats. Et ce sont des éléments qui, pour nous, sont très importants, qui consistent en fait à donner du sens aux élections dans la région de focalisation de Wati, qui est l'Afrique de l'Ouest. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est accueillir Teniola Tayo, qui est une jeune Nigériane, jeune mais déjà avec beaucoup d'expérience, y compris des institutions nigérianes. Elle a travaillé auprès de la vice-présidence du Nigeria, mais aussi du Sénat à Abuja. Elle a travaillé comme analyste à l'Institut d'études de sécurité, également pour des cabinets sur des volets plutôt économiques. Donc, elle est vraiment à la jonction de l'économie, des questions politiques et sécuritaires. Et ce n'est pas totalement par hasard aussi qu'on a choisi d'avoir cette conversation avec Teniola, qui est à nouveau plutôt jeune, mais un des éléments importants justement de cette élection, c'est aussi la mobilisation de la jeunesse au Nigeria, et nous en parlerons. Et pour nous, il est extrêmement important, dans le cadre du renouvellement des pratiques politiques dans nos pays, de donner la parole aussi justement à cette nouvelle génération qui incarne une volonté de renouveau. Donc, merci Teniola. Et en plus, Teniola est chargée de recherche associée à Wati et il y a quelques années, elle a fait un stage justement à Wati en étant très déterminée à venir dans un pays en plus francophone. Et aujourd'hui, elle a accepté en plus cette conversation qu'elle se fasse en français. Et c'est vrai que ça participe de notre volonté de faire connaître aussi le Nigeria et les enjeux du Nigeria à la partie francophone et lusophone peut-être de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, très reconnaissant d'avoir Teniola cet après-midi. On va donc commencer directement avec peut-être une première question vraiment de clarification pour ceux qui ne connaissent pas bien le Nigeria. Qu'est-ce qui va se passer donc ce samedi? Qu'est-ce qui va se passer le 11 mars prochain? Quelles sont les différentes élections? Et cela permet aussi en réalité de parler de l'organisation institutionnelle et politique du Nigeria. Teniola. Oui, merci beaucoup Gilles de m'avoir invité à ce séminaire et merci à tous ceux qui sont présents. Je tiens à m'excuser car mon français n'est pas très bon. Je suis anglophone et j'ai aussi récemment passé du temps en Italie. Je parle ma langue locale, le Yoruba, et un peu de cette langue ghanéenne.
Ma tête est donc mélangée à différentes langues, alors je suis désolée. Oui, le Nigeria est une fédération, tout comme les États-Unis. Nous avons le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'État et le gouvernement local. Nous avons 36 États et un territoire de la capitale fédérale. Il s'appelle FCT. J'habite à FCT et c'est FCT, on se trouve à Abuja, la capitale politique et la siège du gouvernement nigérien. Techniquement, c'est la fête 37 units, mais le territoire de la capitale fédérale n'est pas considéré comme un État et il n'est pas organisé comme politiquement comme les autres États. Nous avons également 774 zones du gouvernement local. Ils sont beaucoup, mais n'oubliez pas que le Nigeria est le plus grand pays d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants. Alors, de même, nos élections sont organisées selon le trois niveaux. Nous avons les élections fédérales, les élections d'État et les élections locales. Les élections qui sont prévues prochainement sont les élections fédérales et d'État. Les élections fédérales sont prévues le 25 février, ce samedi en fait, et les élections d'État sont prévues moins d'un mois plus tard, 11 mars. Les deux élections se déroulent également à deux niveaux. Pour les élections de ce samedi, nous choisirons un nouveau président, mais aussi de nouveaux membres de la législative Nigeria. Les élections au niveau des États, c'est presque la même chose. C'est pour choisir les gouverneurs, mais aussi les membres des assemblées des États, the State Assemblies. Les élections locales sont généralement organisées par les gouverneurs des États à leur discrétion et ne sont pas aussi réguliers que les autres. Je pense que la discussion aujourd'hui, c'est la plupart c'est sur les élections ce samedi et les présidences, parce qu'il est temps de changer de présidence et tous les regards sont donc tournés vers ce poste. Merci. Merci, Teniola. Donc, je crois que ça clarifie bien. Hein. C'est un État fédéral, donc élection au niveau fédéral, au niveau de la tête des États, donc des gouverneurs. Donc, ça va arriver le 11 mars. Et à chaque niveau, il y a aussi le pouvoir législatif et donc des assemblées des États. Oui, c'est vrai que on s'intéressera beaucoup à la présidentielle et c'est vrai que les pays francophones sont très habitués aux élections présidentielles et moins peut-être aux élections évidemment de gouverneurs puisque le Nigeria est le seul État fédéral en Afrique de l'Ouest. Donc, on va s'intéresser beaucoup à l'élection présidentielle, mais aussi au contexte dans lequel se tient cette élection. Donc, ma deuxième question, c'est justement peut-être nous dire quelques mots du contexte aujourd'hui économique et social au Nigeria. On pense en particulier à cette crise liée au changement des billets de banque de Naira, la monnaie nigériane. Ça semble être très, très compliqué, très chaotique. Quel est aujourd'hui le contexte dans lequel va se tenir cette élection et comment expliquer qu'on ait cette crise inattendue à ce moment clé de l'histoire politique du pays? Merci. Au Nigeria, aujourd'hui, c'est très compliqué et difficile. Nous avons les défis économiques, les défis politiques et sécuritaires. Aussi, je pense que les résultats du vote auront des conséquences considérables, non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour l'ensemble de la région ouest-africaine, qui est confrontée à l'instabilité politique à la suite de plusieurs coups d'État récentes en cette région-là. Sur le plan économique, les fluctuations de prix, inflation et de la production du pétrole, ainsi que le versement de subventions pétrolières ont entraîné une crise des revenus. Le gouvernement a affecté environ 90% de ses recettes au service de la dette, de debt servicing, tout en recourant à de nouveaux emprunts nationaux et internationaux pour couvrir d'autres dépenses publiques. Cette empreinte continue suscite des inquiétudes quant à la viabilité de la dette du Nigeria. Aussi, il y a le chômage qui est élevé et il y a l'inflation qui est très forte.
Et c'est aussi préoccupant et signifiant que les Nigérians sont confrontés aux doubles défis. Il y a des défis de la baisse des revenus ou de income et de la hausse de dépenses. Sur le plan politique, il y a beaucoup de contestations selon la ligne ethnique contre l'État nigérien. En fait, la légitimité même de l'État fédéral nigérian est restée très contestée. Pourquoi? C'est ce qui ressort des agitations en faveur d'un État Biafra et d'une République Oduduwa. Les Biafra, c'est pour les Igbo et Oduduwa, c'est pour les Yoruba. Ces appels ont dégénéré en confrontation violente entre les sécessionnistes, les forces de sécurité et les citoyens ordinaires. Bien sûr, il y a aussi les problèmes avec Boko Haram, les terroristes dans le nord-est du pays et le banditisme dans le nord-ouest et le nord-central du pays. Beaucoup de problèmes au Nigeria. Vous avez également posé une question sur le problème de nouveau billet en Naira et c'est assez grave. Je suis rentrée dans le pays ce dimanche, le dimanche qui passe, et je n'ai pas encore pu me procurer d'argent liquide. Les banques n'ont souvent pas d'argent liquide et quand elles en ont, il est rationné. Après avoir fait une longue queue, vous ne pourrez peut-être obtenir que 3 000 Naira, soit environ 3 000 CFA. La situation est plus difficile pour les citoyens à faible revenu ou car l'économie formelle. C'est parce que l'économie informelle prospère grâce à l'argent liquide. C'est la même chose dans toute l'Afrique, je pense. Je peux me permettre de prendre un Uber pour aller quelques places, mais pour les autres, c'est un peu difficile parce qu'il faut prendre les transports locaux et les transports locaux a besoin d'argent liquide. Maintenant, l'argent liquide est parfois obtenu avec une prime allant jusqu'à 40%. On paye l'équivalent de 4 000 Naira pour 10 000 Naira. C'est juste pour payer 4 000 CFA pour 10 000 CFA. C'est très compliqué maintenant. Finalement, les billets qui ont été changés sont ils sont les 200 Naira, le 500 Naira et le 1000 Naira. So 200, 500 and 1000 Naira. Au Nigeria, 1000 Naira est la dénomination la plus élevée que nous ayons. C'est un peu différent au Sénégal, par exemple, le zone CFA. C'est aussi intéressant de noter que les niveaux boulot, le nouveau boulot, billet ressemble un peu de CFA parce qu'il y a les couleurs, juste comme le CFA. Les raisons invoquées pour l'émission de cette nouvelle monnaie sont d'éponger l'offre excédentaire de Naira dans le système, mais aussi il y a apparemment aussi une raison politique pour empêcher les politiciens d'acheter des votes, car la politique au Nigeria est très monétisée. Cette politique a même provoqué des dissensions au sein du parti au pouvoir, APC, car la plupart des membres du parti, aussi les candidats à la présidence Tinubu, sont tous contre le président Buhari et le Banque centrale pour cette politique. La Cour suprême, the Supreme Court, a statué que les anciens billets étaient encore légaux, legal tender, mais le président a annoncé que seuls les anciens 200 Naira étaient encore légaux. C'est une période très difficile pour tout le monde au Nigeria, mais la plupart espèrent que les choses s'amélioreront après les élections. Merci beaucoup, Teniola. C'est très, très important et très intéressant ce que tu dis. Alors, ce que tu dis aussi, juste pour clarifier, c'est que non seulement c'est très difficile d'avoir les billets, mais il faut accepter de perdre quasiment 40% de la valeur en réalité, puisqu'il faut payer pour pouvoir obtenir des nouveaux billets, ce qui est assez difficile à imaginer. Mais c'est la réalité aujourd'hui des populations et en particulier des plus pauvres, effectivement, qui font des transactions en cash et pas avec une carte bancaire. J'imagine que pour d'autres, c'est possible d'utiliser les cartes bancaires, évidemment. Peut-être juste pour comprendre, en particulier parce que tu es aussi analyste économique, donc tu connais la Banque centrale du Nigeria. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Comment est-ce qu'on explique cette décision et le fait d'avoir une période aussi courte pour pouvoir utiliser les anciens billets, sachant que de manière logistique, c'est très difficile de pouvoir remplacer les billets sur un territoire aussi vaste que le Nigeria? Comment est-ce qu'on peut... C'est un problème
de compétences, de planification ou peut-être qu'il y a effectivement aussi des raisons politiques? À mon avis, je pense que c'est plutôt la raison politique parce que le gouvernement fédéral Buhari et le Banque centrale a insisté que c'est pas possible pour utiliser l'ancienne monnaie maintenant. So, c'est maintenant c'est la problème. En fait, aussi avec la banque, parce que moi, par exemple, j'ai une compte étrange, je pense que c'est comme ça, compte étrange. Il y a aussi les limitations avec le compte étrange, les comptes dollars, les comptes pounds pour envoyer l'argent et les choses comme ça. So, c'est juste, je pense, pour limiter l'utilisation d'argent pendant les élections qui s'approchent. So, c'est plutôt le but politique, je pense. So, c'est à cause de ça que beaucoup de gens espèrent que peut-être après les élections, les choses vont améliorer. Oui. Et est-ce qu'on peut penser que ça peut avantager un camp par rapport à un autre, le fait de dire on restreint la circulation des billets, effectivement, on ne peut plus distribuer peut-être les billets qui avaient été stockés pour la campagne. Est-ce que ça a le même effet sur les candidats du parti au pouvoir et sur les candidats du principal parti d'opposition ou des deux autres d'ailleurs, puisqu'on en parlera tout à l'heure, il y a un peu 3 hommes qui sont présentés comme étant les favoris de cette élection? C'est intéressant parce que le candidat principal, APC, Tinubu, il est très, il n'aime pas cette politique. Pas du tout. Mais pour les autres, Atiku et Peter Obi, ils sont agréables à cette politique. Ils sont dit que c'est important pour avoir les élections libres et transparentes. Mais c'est intéressant aussi parce que Atiku Abubakar, il est avec PDP et PDP aussi, PDP c'est comme APC à la plupart parce que PDP aussi utilise argent pour les politiques, pour les élections. Mais les partis, Atiku, les partis Peter Obi, ils sont agréables avec cette politique, mais APC avec Tinubu, ils n'aiment pas cette politique-là. Merci beaucoup, ce qui peut paraître surprenant parce que Tinubu est le candidat du parti au pouvoir, donc on pouvait penser que la décision pourrait plutôt avantager le parti au pouvoir. Merci beaucoup. On y reviendra peut-être aussi dans les questions. Alors, pour parler cette fois-ci de l'élection elle-même, de la présidentielle notamment, sur le site de Wati, on a publié un article d'une autre chargée associée de Wati qui est aussi nigériane, Pelumi Obisesan, qui dit que cette élection, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Et l'une des nouveautés, c'est le fait de ne pas avoir le candidat, comme d'habitude, de l'APC et le candidat du PDP comme étant les 2 grands favoris, avec quasiment la certitude que le prochain président sera issu de ces 2 partis. Cette fois-ci, on a un 3e homme qui fait beaucoup parler de lui, Peter Obi, mais peut-être aussi un 4e dont on parle peut-être un peu moins, mais qui semble être aussi important, Kwankwaso. Et donc, quelle est ta lecture de cela? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait inédit? Et est-ce qu'on est sûr d'avoir un peu de surprise au terme de l'élection de samedi, le fait d'avoir aujourd'hui au moins un candidat un peu en plus des 2 traditionnels? Oui, pour ces élections-là, il y a peut-être 18 candidats pour les présidentielles, mais la plupart des sondages de Pose ont conclu qu'il y a 3 principaux prétendants, 3 principaux candidats. Il y a Bola Tinubu, APC, il y a Atiku Abubakar de l'opposition principale, PDP, et aussi Peter Obi, le candidat nouvellement populaire qui se présente sous Labour Party, LP. Les 3 candidats, ils sont un peu la même chose aussi, ils sont un peu différents. Ils sont avec le parti différent, mais leurs trajectoires politiques sont liées.
Peter Obi était le candidat vice-président pour Atiku en 2019 sous le PDP, mais il a quitté le PDP juste avant le primaire l'année dernière, parce qu'il a dit que c'est à cause de la monétisation de primaire. Mais aussi, Atiku était avec APC, le parti de Bola Tinubu. Et Atiku aussi, il est un candidat, il essaie d'être président depuis, je pense, 1998, actually, just after l'independence de Nigeria. So he's been trying. Tinubu, l'ancien gouverneur de Lagos, il est très populaire, il est très fort, il a beaucoup d'influence dans le sud-ouest du Nigeria. Lagos aussi, c'est l'État le plus riche du Nigeria, et Tinubu, il avantage se présenter sur du parti au pouvoir, et il a beaucoup de structures politiques. Je pense que son structure politique, c'est les plus solides parmi les candidats. Sa campagne aussi dispose également des ressources financières importantes et pour dépenser davantage en publicité télévisée et les autres. Mais il y a beaucoup de problèmes avec son candidature parce qu'il y a des questions d'allégations de corruption et aussi la santé et aussi les défis avec APC et tous les problèmes qui APC apporté pour les Nigérians selon des analystes. Mais Tinubu est un poids lourd de la politique et bénéficiait toujours d'un grand soutien, toujours. Et c'est un peu compliqué parce que, par exemple, dans le primaire APC, beaucoup de gens pensent que c'est pas possible que Tinubu a gagné le primaire. Mais il a gagné le primaire. En fait, il a remporté le primaire de l'APC Haute-Lamène, poussant hors de la course d'autres candidats comme le vice-président Yemi Osinbajo. Il est Yoruba, il est musulman, il est avec un vice-président musulman aussi. Et Atiku aussi, il est musulman, il est Paul. PDP aussi avoir les structures solides parce qu'après APC en 2015, c'est PDP qui avait le pouvoir au Nigeria. Atiku aussi, il a beaucoup d'argent, mais il a aussi les problèmes avec l'objet d'un certain nombre d'allégations de corruption et il y a les personnes qui le perçoivent comme un adepte de la politique ethnique. Alors, nous avons Peter Obi, l'ancien gouverneur de l'État d'Anambra et candidat Labour Party. Il n'a pas un niveau comparable d'allégations de corruption comme les autres. Sa candidature est une surprise, comme vous avez dit, mais c'est aussi une perturbation significative de société électorale parce qu'au Nigeria, c'est plutôt les élections entre deux partis, APC et PDP. En fait, en premier, c'est juste PDP, mais après 2015, c'est APC avec PDP. So, maintenant, nous avons trois candidats importants. So, c'est un peu différent cette élection. Peter Obi a reçu beaucoup de soutien de la part de jeunes, notamment dans le sud du Nigeria, parce qu'avec les jeunes, c'est un peu compliqué. Les jeunes nigériens ils sont très divers. Et pour Labour Party, les structures ne sont pas très solides. Aussi, le parti n'a jamais joué un rôle important dans les élections nationales. Ça c'est aussi un problème parce que c'est un peu difficile pour leur. Peter Obi est Igbo, il est chrétien, il est originaire du sud-est du pays. Oui, il y a les surprises parce que, par exemple, ces élections-là, c'est la première élection fédérale qui
nous allons utiliser le nouveau acte électoral. So ça, c'est une nouvelle chose parce que le nouveau acte électoral a déjà joué un rôle dans les élections qui a été conduit à Ocean State. Et il a changé des résultats un peu, mais les choses ont toujours dans le coût. So, nous espérons que les élections étaient plus transparentes et plus libres, ces élections. Et oui, aussi, je pense qu'il y a une autre question sur l'engagement des jeunes, mais aussi ces élections, il y a beaucoup d'engagement des jeunes. Je aussi, je veux mentionner quelque chose qu'au Nigeria, nous n'avons jamais eu de président Igbo depuis 1999, en fait. Ça rend la candidature de Peter Obi particulièrement intéressant. So, oui, il y a, je pense que l'autre chose, c'est la possibilité d'avoir un, how you say, the rerun. je pense que je peux dire ça, mais parce que normalement, parce que c'est divisé entre deux candidats maintenant, c'est trois candidats, en fait, c'est quatre candidats parce qu'il y a un autre candidat, Rabi Kokonso, qui était le gouverneur de l'État de Kano et il a un peu d'influence le nord du Nigeria. So, c'est possible que quand les votes comptent, il y a beaucoup de problèmes parce que pour émerger président, il faut avoir 200 personnes en chaque 200, c'est 25, actually, 25 États et aussi un pourcentage de les votes dans les États. So, c'est possible que peut-être la candidate qui a beaucoup de votes, il n'a pas les pourcentages qui c'est nécessaire pour émerger le président. So, il y a les choses comme ça. Désolée pour mon français. Oui. Non, c'est très bien. Non, je pense que c'est très clair. Ce qu'il est important effectivement de souligner, c'est qu'il faut en plus d'être, par exemple, premier à la sortie du vote, il faut aussi avoir un pourcentage donné de vote dans combien d'États? Dans la majorité, 25 États voilà, du Nigeria. Donc, la contrainte, en fait, pour être élu dès le premier tour est assez forte. Et plus on a de candidats importants, plus ça va être difficile d'avoir un candidat qui remplit ce critère-là. Et donc, c'est la possibilité d'avoir un deuxième tour, en fait, ce qui n'est jamais arrivé, en tout cas depuis le retour à la démocratie en 99. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. Merci. Merci beaucoup. Non, peut-être juste sur Peter Obi, puisqu'on en parle beaucoup, est-ce que c'est juste la possibilité qu'il empêche justement un des deux autres candidats de gagner au premier tour? Est-ce que c'est ça qui en fait un peu le troisième homme? Ou est-ce qu'il y a une vraie possibilité pour lui de gagner cette élection, parce qu'on parle beaucoup de du fait que les jeunes sont plus mobilisés que d'habitude et qui sont vraiment beaucoup plus attirés par Peter Obi, qui est un peu plus jeune que, je pense, il a 10 ans de moins que Atiku et que Tinubu encore davantage. Est-ce qu'il peut gagner cette élection et pas simplement perturber d'une certaine manière l'élection? C'est très difficile à dire maintenant, mais il y a les sondages qui trouvent que c'est possible pour Peter Obi à gagner ces élections ou remporter ces élections. Mais la chose, je pense, en fait, pour bien savoir ce que les Nigérians pensent, beaucoup de gens regardent les plateformes sociales et les choses comme ça. Et dans les plateformes sociales, c'est plutôt les moyennes classes. So, c'est un peu difficile pour bien savoir
ce que les autres jeunes, comme les jeunes dans le nord du pays, qui c'est avec faible revenu, comment ils pensent, you know, qui il va choisir. En fait, c'est très difficile parce que Peter Obi, il est très populaire. Après, avant, les gens ont dit qu'il est populaire sur juste les plateformes sociales, mais maintenant, c'est pas comme ça parce que maintenant, il a fait les campagnes dans chaque État au Nigeria et toutefois, il y a beaucoup de gens qui le supportent et les choses comme ça, mais c'est difficile à dire parce qu'au Nigeria, souvent, les gens votaient, selon le sentiment ethnique, le sentiment religieux, et aussi il y a les controversies avec l'ethnicité Igbo au Nigeria à cause de la guerre civile. C'est très difficile à dire, mais je pense que moi, juste comme tout le monde au Nigeria, j'attends les résultats des élections après ce samedi. Merci beaucoup, Teniola. Je trouve intéressant aussi au Nigeria avec le système fédéral, on a beaucoup de candidats qui sont des gouverneurs ou des anciens gouverneurs. Là, on a le gouverneur de l'ancien gouverneur de Kano, un ancien gouverneur d'Anambra, Peter Obi, Tinubu aussi qui a été gouverneur de Lagos. Donc, on peut aussi regarder un peu au fond, leur bilan lorsqu'ils ont occupé ces fonctions qui sont des fonctions importantes au Nigeria. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu du bilan en tout cas, je pense qu'Atiku n'a pas été gouverneur, je crois, mais qu'est-ce qu'on peut dire du bilan de ceux qui ont déjà fait leurs preuves à Lagos pour Tinubu, dans l'Anambra pour Peter Obi et peut-être aussi à Kano pour Kwangaso? Est-ce que c'est un bilan qu'ils vont mettre en avant parce qu'il a été très bon ou pas du tout? Oui, aussi ici, au sujet de le bilan, c'est mixte parce que de la vie générale pour Tinubu, les gens pensent qu'il a contribué au développement de l'État de Lagos, notamment en aidant à augmenter ses recettes fiscales pour Lagos. Peter Obi avec Anambra State, ça dépend parce que si vous posez cette question à quelqu'un, il peut dire que oui, Peter Obi, faire les bonnes choses à Anambra. Mais aussi pour Peter Obi, il y a les données, je pense. Il y a les données qui prouvent ou qui montrent que il a fait les bonnes choses à Anambra. Les données comme literacy, Anambra de school attendance à l'école, et en fait aussi je pense la santé est améliorée un peu, mais ça dépend, c'est mélange, c'est mix. Atiku, il était le vice-président sur Obasanjo. Pour lui aussi, c'est un peu compliqué parce que les choses, elles sont subjectives, et aussi, il y a les gens qui est heureux avec les bilans, les trois candidats. Aussi, il y a les gens qui n'est pas heureux avec les bilans des trois candidats. Ça dépend. Par exemple, pour Peter Obi, quand il est le gouverneur de Anambra, il y a un département police, SAS, à Anambra. Il s'appelle Akuzu SAS, et il a fait beaucoup de choses graves à la jeunesse à cette région. C'est pas simple, c'est un peu difficile. Oui, c'est compliqué, je pense. Merci bien, Tenny.
Peut-être une dernière question avant de relayer aussi les questions des participants et peut-être même de donner la parole, si on a le temps, à quelques-uns qui voudraient s'exprimer directement. Je vous invite d'ailleurs justement à vous manifester si vous, en mettant des questions dans le chat et éventuellement à nouveau si vous voulez prendre la parole, mais pour 2 minutes maximum. Une question sur l'engagement politique des jeunes. Tout le monde en parle aujourd'hui en disant les Nigérians, les jeunes sont beaucoup plus mobilisés, intéressés que d'habitude. Ce qu'on a observé quand même au cours des dernières élections, chaque fois, on a plutôt une baisse de la participation, en fait, depuis le retour à la démocratie. Est-ce qu'on pense que la participation va remonter? Et est-ce qu'on peut dire quelque chose de la diversité des jeunes au Nigeria aujourd'hui? Est-ce que cette mobilisation, c'est vrai autant dans le sud que dans le nord? Ou est-ce que c'est Lagos, c'est le sud, peut-être le sud-est et le sud-ouest, et pas tellement dans le nord du pays où il y a beaucoup de problèmes de sécurité? Et quelle forme ça prend, cette mobilisation? Est-ce que c'est des jeunes qui s'engagent derrière des partis ou est-ce qu'on a aussi beaucoup d'organisations un peu citoyennes qui participent, par exemple, pour la transparence de l'élection, qui se mobilisent pour éviter qu'il y ait des manipulations, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, merci. Comme j'ai dit, les jeunes sont divisés en fonction de la religion, de l'ethnie, de la classe et de la géographie au Nigeria. J'ai aussi déjà dit que les jeunes qui se fondent le plus longtemps au Nigeria sont de la classe moyenne du Sud, car ils sont plus actifs sur les plateformes sociales. Mais ils constituent également une minorité démographique parce que plus de la moitié du Nigeria est pauvre. C'est difficile pour évaluer le sentiment de jeunes des autres régions, mais souvent, lorsque l'on parlait de la jeunesse nigériane, on fait surtout référence aux jeunes de la classe moyenne du Sud. À les questions, je pense que oui, ces élections ont vu un très fort engagement des jeunes au Nigeria. C'est important de rappeler des manifestations NSAS de 2020 et aussi desquelles la génération actuelle de jeunes Nigériens a participé à des protestations contre les brutalités policières. C'était au plus fort de la pandémie, c'est 2020, et les universités fédérales étaient également en grève à cette période. Cela signifiait que les jeunes Nigériens âgés de 18 ans et plus étant à la maison et n'avaient pas grand-chose à faire, ce qui a facilité leur participation. Il y a aussi le fait qu'ils étaient le plus touchés par les violations des polices. Mais aussi pour les manifestations NSAS, c'est un peu différent dans le sud et dans le nord parce que c'est plutôt un phénomène soudanais. Pour un certain nombre d'entre eux, c'était leur réveil politique parce que c'est juste l'air pour engagé avec politique, c'est juste possible pour voter. Beaucoup d'entre eux venaient d'atteindre l'âge de voter et ces élections seront leur première occasion de participer au processus démocratique. L'évolution de manifestations et la répression du gouvernement contre les manifestants leur ont fait comprendre qu'il était très important d'avoir son mot à dire dans le choix de son dirigeant. L'engagement des jeunes a également été motivé par les candidatures de Peter Obi. Pour eux, il représente un nouveau départ et une rupture avec le type de gouvernance dont ils sont maintenant fatigués. Et il est aussi intéressant de noter qu'il y a une recrudescence de l'inscription sur les listes électorales parmi les jeunes après le primaire de l'APC. Tinubu a gagné le primaire de l'APC. Après ça, il y a beaucoup de gens qui allaient enregistrer pour voter. Parce qu'il y a les gens qui ont l'impression, sans preuve solide, que Tinubu aurait joué un rôle dans l'impression des manifestations NSAS à Lagos, mais il a démenti.
Aussi, comme vous avez dit, les jeunes jouaient des autres parts dans les élections. Ce n'est pas juste pour voter parce qu'il y a les jeunes qui se mobilisent pour faire les choses comme comment on dit, voters education. Par exemple, il y a une organisation qui s'appelle YAGA qui fait qui sur la télévision, il expliquait comment les élections se passent, les importantes choses à savoir pour les élections, pour la démocratie au Nigeria. Aussi, il y a les jeunes qui aident avec la campagne des différents candidats. C'est aussi important de mentionner que les jeunes ne supportent seulement juste Peter Obi. Il y a les gens qui supportent Atiku, qui supportent Tinubu. En fait, il y a les gens qui former il s'appelle Jagaban Army pour Tinubu. So, les jeunes participaient dans, dans les différentes façons, moyens pour ces élections. Les autres choses avec les jeunes, c'est que les jeunes qui sont très vulnérables, il y a les possibilités pour leur instrumentaliser pour les élections. So, il y a des efforts pour décourager les jeunes parce que les politiques parfois essaient d'utiliser les jeunes pour faire la violence électorale. So, ça, c'est aussi un problème. Alors, les jeunes jouaient un rôle différent, les jeunes mixtes, les jeunes compliqués dans ces élections. C'est aussi important de mentionner que Yaga créé le mouvement Not Too Young to Run. Not Too Young to Run en français, c'est Not Too Young to Run. Pas trop jeune pour concourir aux élections. Oui, on va aussi, dire ça comme ça. Oui, c'est ça. So, l'engagement de jeunes, c'est pas juste ces élections. Il commence avant ce cycle électoral. So, oui, c'est ça avec les jeunes, ces élections. Merci Teniola, c'est très très complet sur les jeunes, la mobilisation des jeunes, les nuances aussi à apporter. Alors, je vais relayer quelques-unes des questions qu'on a reçues. Alors, Peter Obi, inconnu du grand public, peut-il compenser son handicap, l'absence de soutien d'une grande structure implantée au niveau national, c'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas un grand parti, le Labour Party, est-ce qu'il est capable de compenser ce handicap? Donc, j'en profite pour saluer Oumarou Nare, qui dirige une grande institution au Niger et qui nous suit depuis le Niger sans doute. Oui, Téni. Est-ce que Peter Obi peut compenser son handicap en termes de parti fort et structuré? Oui, Peter Obi, par exemple, il est très disponible pour les engagements. Je pense qu'il est le plus disponible parmi des candidats. Il parle dans les différentes plateformes avec le média, dans les universités. Il est dans le marché. Son épouse aussi. So il a dit qu'il il sait que c'est un peu difficile avec les structures de son parti, mais il a essayé, il essaye aussi, c'est pas even juste pour les campagnes, c'est aussi même si après les campagnes, parce que si il émerge le président, il n'a pas le membre de la partie dans le législatif et les choses comme ça. Ça serait un peu difficile pour lui, mais c'est pas la première fois parce que dans Anambra State, quand il est devenu le gouverneur d'Anambra, aussi à ce moment-là, il n'a pas les structures, aussi il n'a pas les supports dans le législatif État, mais les choses changent pendant son administration. So oui, he's trying his best. Je dis ça en français, mais oui, c'est un peu compliqué.
Merci beaucoup, mais je pense qu'on comprend qu'effectivement, il compense peut-être surtout par sa personnalité et c'est plus la personnalité que la structure, en fait, aujourd'hui qui fait la force de Peter Obi. Une question de Onyinye Madou. Alors, les 5 dernières années, les élections ont souvent été repoussées en raison de la violence ou de problèmes économiques. Est-ce que cette élection, on peut encore avoir un report? C'est vrai qu'au dernier moment, je pense, lors des dernières élections, il y avait eu un report de quelques semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est envisageable ou cette fois-ci, on est sûr que les dates seront respectées? Oui, c'est pas impossible, mais INEC et le gouvernement ils insistent que les élections se passent ce samedi. Mais c'est pas impossible parce qu'au Nigeria, il y a beaucoup de possibilités de violence. Il y a les terroristes. Les terroristes, en fait, ils une vidéo et il a dit en vidéo contre les élections, il a dit qu'il fait les attaques, il va faire les attaques à les élections. Aussi, il y a les séparatistes au sud-est. Il y a beaucoup de possibilités pour les violences. Ça dépend, en fait. Et même si INEC va faire les élections ce samedi, mais s'il y a les choses grandes qui se passent, c'est possible que c'est repoussé, je pense. Oui. Merci beaucoup. Juste parlant de la vidéo, quel groupe a fait une vidéo? Est-ce que c'est l'État islamique? ISWAP, OK. Oui, c'est ISWAP. ISWAP, OK. D'accord. Et une autre question de Habibou Bako sur l'impact des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux vont impacter positivement ou négativement les élections? Je pense que c'est une bonne question. Je me rappelle qu'il y avait eu un rapport sur l'usage de WhatsApp au Nigeria, par exemple, qui peut aussi être un élément de campagne, parfois violente, etc. Aujourd'hui, quel regard on peut avoir sur le rôle des réseaux sociaux et l'impact sur ces élections? À mon avis, c'est plutôt positif. Je pense qu'un problème avec les réseaux sociaux, c'est le problème de fake news. Et ces élections, il y a les fake news, mais je pense que c'est pas comme les élections 2019, mais c'est juste. C'est pas juste avant les élections. Pendant les élections, c'est aussi, il y a toujours les problèmes parce que quand il y a les rapports, qu'il y a les violences, il y a les choses comme ça, c'est possible que ça affecte les élections négativement. Mais maintenant, je pense que c'est plutôt positif parce qu'il aide les gens à se mobiliser. Aussi, il aide les gens à créer le mouvement qui maintenant dépasse les réseaux sociaux. Il aide les gens à partager les informations ou des informations. C'est plutôt positif, je pense, à mon avis. Et c'est possible que les autres analystes pensent en chose différente, mais à mon avis, c'est plutôt positif. Mais aussi, il y a les défis. C'est possible que pendant les élections ce samedi, les réseaux sociaux, is used in negative ways, négativement. Merci beaucoup. Je vais demander peut-être à mes collègues de donner la possibilité donc à Farid Tchalaré de s'exprimer. On lui donnera la parole, mais très, très rapidement. On va essayer d'activer le micro. Je pense que vous avez la possibilité de vous exprimer. D'accord. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Super. Je tiens à vous remercier pour avoir organisé ce séminaire qui est très intéressant, très instructif. Je remercie également Madame Teniola qui nous a fait une analyse assez très complète de la situation actuelle. Alors, en plus des crises qu'elle a parlé, je vais également rajouter le fait que depuis des mois, les Nigériens souffrent d'une crise de pétrole, où on voit de longues queues dans les stations pétrole. Les Nigériens, de façon simple, les Nigériens n'arrivent pas à s'approvisionner en pétrole. Alors, ma question, elle concerne le EPC. Je sais qu'actuellement, au sein de EPC, il y a des frictions entre certains gouverneurs et et le président. Du coup, ma question, c'est là, est-ce que les frictions entre les gouverneurs et le président ne risquent pas de coûter la victoire à Tinubu? Merci beaucoup. Est-ce que vous vous exprimez depuis le Nigeria ou vous juste vous présenter aussi pour qu'on... Non, je m'exprime depuis la France, mais je suis un grand passionné de ce pays. Du coup, je
je m'informe très souvent des nouvelles sur ce pays. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Chalare Farid. Teniola, oui, donc des frictions au sein de l'APC. Oui, avant ces élections, Tinubu et Buhari, elles ne sont pas très close. Je suis désolée, C'était pas de grands amis, c'est pas des très oui, proches. oui, parce que Buhari avec Tinubu, oui, c'est vrai que Tinubu a aidé Buhari à devenir président en 2015. C'est une mesure avec les deux partis, le parti de Buhari et le parti de Tinubu. Mais c'est aussi, c'est clair que Buhari n'aime pas Tinubu comme ça parce que Tinubu a expecté que Buhari fait les endorsements pour lui pour ces élections, mais Buhari ne fait pas un endorsement. Aussi, il y a les gens. En fait, j'ai rappelé qu'il y a un événement Tinubu à Abuja, je pense que c'est 2018, je pense. Et Tinubu, il était à Abuja, il fait un événement et Buhari n'était là. Et il n'a pas beaucoup d'amour, quelque chose comme ça, entre les deux. C'est pas juste maintenant, c'est toujours comme ça. Oui, c'est vrai que maintenant, en fait, avant ça aussi, juste avant le primaire, Tinubu, il sait que Buhari ne le supporte comme ça et il a dit quelque chose contre Buhari. Mais aussi maintenant, avec la crise de la monnaie, il a dit quelque chose contre Buhari. Et le problème avec les différents gouverneurs dans le parti au pouvoir, c'est aussi au sujet de la monnaie parce qu'il y a les gens qui pensent qu'il y a les gens dans le bureau de Buhari qui n'aiment pas Tinubu et qui veut faire les choses pour affecter son chance de devenir présidente. Ça, c'est le problème. Moi, je suis un peu surprise parce que je sais que Buhari n'aime pas Tinubu comme ça, mais je sais qu'aussi il aime APC. Il pense que c'est important pour APC continuer avec le gouvernement, avec être le parti au pouvoir au Nigeria. C'est intéressant ce qui se passe maintenant. Aussi, il y a les gens qui pensent que Buhari et les gens dans son bureau il y a une autre personne qui ils voudra devenir un président, les présidents de la Sénat, Ahmed Lawan. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, mais oui, la chance de Tinubu, c'est la même chose parce que pendant le primaire, Buhari ne supporte pas Tinubu, mais il a gagné les primaires. Pour les élections générales, Buhari, il aide un peu, il accompagne Tinubu un peu dans sa campagne, mais c'est pas comme c'est pas comme expecté. C'est un peu difficile parce que si Buhari était plus supportif à Tinubu, peut-être Tinubu était sûr pour le vote le nœud du Nigeria, mais maintenant, c'est pas sûr. C'est juste l'effort de son campagne et il espère que peut-être les choses marchent pour lui. Oui, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Oui, non, je pense qu'on comprend bien que la relation est un peu difficile et que Buhari soutient, mais de manière pas très convaincante, ou en tout cas avec un peu de réserve. Mais on l'a vu effectivement auprès de Tinubu en campagne, mais c'est vrai que voilà, c'est un soutien qui est un peu mesuré, on va dire. Merci beaucoup. Peut-être deux questions
pour aller vite parce qu'il y en a beaucoup et toutes sont très, très intéressantes en fait et très différentes. Deux questions sur sur l'intégration régionale. Est-ce que la question du CFA, la question de la ZLECAf, la question de l'ECO, est-ce que ça apparaît dans la campagne électorale, la vision du Nigeria sur la scène ouest africaine et même sur la scène africaine, la CEDEAO par exemple, est-ce que ça fait partie même des thèmes de campagne? Et deuxième question, est-ce que les femmes, il y avait aussi une question, l'implication des femmes dans cette campagne électorale et peut-être aussi leur protection, parce que j'ai vu aussi une question sur le fait que il y a eu beaucoup de violences au Nigeria. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour protéger les femmes et leur permettre de s'exprimer? Je pense probablement à des régions en particulier sujettes à l'insécurité. Oui, je vais essayer. Oui, pour la première question, Atiku, il était le vice-président sous Obasanjo et tous les gens savent qu'Obasanjo, pendant l'administration Obasanjo, Nigeria est plus active dans l'espace CEDEAO, l'espace Afrique. En fait, maintenant, Obasanjo, il est toujours actif dans ces espaces. So, Atiku, il a aussi dit que s'il émerge comme président, il va assurer que les politiques étranges, je pense, foreign policy, politique étrange du Nigeria va améliorer parce que sur l'administration Buhari, Nigeria est très internal. Aussi parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le Nigeria, so il n'a pas une chance pour penser sur les autres pays, CEDEAO, les autres pays Afrique, mais Atiku, il a dit les choses sur ce sujet. Mais la ZLECAf, oui, je pense, les trois candidats parlent sur le sujet de la ZLECAf parce que c'est très important. Les trois candidats disent que c'est important pour utiliser le ZLECAf pour améliorer les commerces du Nigeria. Aussi parce qu'au Nigeria, nous avons le problème pétrolier parce que beaucoup des revenus publics viennent le secteur pétrolier et il y a le problème avec ce secteur. So, c'est important pour exploiter les autres choses sous les CAF. Les femmes dans le politique nigérien, c'est un peu compliqué parce que c'est intéressant qu'au Nigeria, maintenant, juste maintenant, il n'y a pas un seul gouverneur élu femme. Au Nigeria, c'est incroyable, je pense. Mais maintenant, il y a des femmes qui essaient pour gagner les rôles électifs. Par exemple, il y a une femme qui veut devenir le gouverneur d'un État au nord du Nigeria. Je sais que aussi Buhari la supporte pour devenir le gouverneur de l'État là. Mais c'est un peu compliqué pour les femmes parce que la politique au Nigeria, c'est difficile. C'est aussi très cher. Il coûte beaucoup d'argent pour participer dans la politique. Il y a aussi les femmes qui participent dans le parti petit, les petits partis ici, mais leur chance pour devenir les différents rôles, peut-être les législatifs, c'est un peu diminué. Mais c'est un problème que tout le monde espérant qu'il améliore très tôt. La protection de la femme aussi, c'est ça? Oui, en fait, la violence avant les élections, il y a les femmes qui sont tuées déjà. Les femmes, je sais qu'il y a les femmes qui travaillent avec Peter Obi. Qui sont tués. Il y a beaucoup de choses. C'est à cause de ça, en fait, que les femmes ne sont pas très actives dans les élections politiques. C'est important que les choses,
devenir plus inclusive et les différents candidats, dans sa manifesto, il a dit qu'il va essayer d'améliorer le rôle de la femme dans la politique du Nigeria. Ça, c'est les 3 questions, je pense. Ce sont les 3 questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que sur les femmes, c'est important de souligner qu'effectivement, on n'a aucune femme gouverneure. Hein, on n'y pense pas nécessairement. Est-ce que ça veut dire, juste rapidement, qu'il n'y a aucune loi, clairement pas de loi sur la parité, mais il n'y a pas de nouvelle disposition qui a été proposée pour assurer une participation politique plus importante des femmes, même au niveau des assemblées? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui assurent une participation importante des femmes au niveau de l'Assemblée? Il y avait, mais il passe pas, c'est ça? Oui, il passe pas. Oui, parce que les membres de législative, ils ont dit les choses très drôles, en fait. Ils ont dit que si les femmes avaient beaucoup de pouvoir, elles devenaient quelque chose. C'est toujours difficile pour convaincre les gens législatifs pour passer la loi pour aider la femme dans les politiques. Merci, c'est très intéressant au vu de ce qui se passe dans quelques autres pays de la région où il y a quand même eu des progrès ces dernières années. Peut-être tout dernière, on est pour ne pas être trop en retard, on va être en retard de 5 minutes, on va essayer de rester vraiment dans cette limite-là. Mais je trouvais intéressante aussi ces 2 questions sur la place de la question sécuritaire dans la campagne et quel candidat porte le plus aujourd'hui le thème de la sécurité, peut-être avec des propositions un peu originales. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment sur la question sécuritaire des propositions intéressantes de la part des candidats? Et la deuxième question, c'est aussi le fait que le président Buhari, il a fait ses 2 mandats et il s'en va. Est-ce que ça veut dire que sur cette question du nombre de mandats, c'est définitivement réglé au niveau du Nigeria, contrairement évidemment à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays? Du nombre de comment? La question de la limitation des mandats, le respect, le fait que chaque président respecte la limitation à 2 mandats. Est-ce que is it a problem which has been solved in Nigeria? That's the respect of the results of the elections. I'm trying to understand. The respect of the respect of the 2 mandates. Yeah, yes, sorry. Okay. Oui. La question de la sécurité les élections, je pense que c'est la responsabilité de la police. INEC, ils savent que toujours il y a les problèmes de sécurité avec les élections. Ils travaillent avec les polices, ils travaillent avec le militaire, ils travaillent avec le bureau the Office of the National Security Advisor, le bureau de advisor sécuritaire national, juste pour assurer qu'il n'y a pas les problèmes. Mais c'est aussi, c'est pas juste si les problèmes émergent, c'est aussi comment les forces de sécurité répondent à les problèmes, si c'est très vite ou si c'est aussi c'est approprié, leur réponse est appropriée. C'est aussi important qu'il n'y a pas quand ils répondent à les problèmes de sécurité, ils n'affectent pas les citoyens normaux, parce que ça aussi, c'est un problème avec notre force de sécurité. Je sais je ne sais pas si ça répond à cette question-là. Oui, OK. Et aussi, pour la deuxième question, je pense que c'est sur le sujet de rule of law. Quelque chose comme ça. Oui, c'est un problème au Nigeria parce que même si ce président, cette administration, ils ont un problème avec le rule of law parce que beaucoup de temps, le Cour suprême, fait un jugement et ils ne suivent pas le jugement. Même si les monnaies, en fait, le Cour suprême a dit que les monnaies anciennes ont toujours légaux, mais le président ne suivait pas
le jugement. So, c'est un problème. Je pense que pour les trois candidats, c'est un peu difficile aussi parce que Tinubu, il est avec APC. APC, à mon avis, il a la tendance pour suivre par the rule of law. Mais pour les autres, peut-être, c'est un peu difficile à dire. Mais juste encore pour rappel qu'il y a les plateformes, il s'appelle National Peace Committee. Et dans cette plateforme, les trois candidats, tous les candidats en fait ont signé qu'ils vont accepter les résultats des élections. Aussi, au niveau des élections au Nigeria, tout le monde utilise les coups. Beaucoup de temps, s'il y a les élections, tout le monde va à le coup pour contester les résultats. So, dans ce niveau, il dépend sur le coup pour déterminer les résultats finalement, les résultats finaux. Oui. Ça, c'est la question. Oui, non, c'est bien parce que tu as répondu de manière plus large sur le respect de l'état de droit. Donc, c'est une partie de la question. C'est vrai que la question au départ, c'était aussi sur le fait que les présidents respectent le nombre de mandats qui est fixé à 2 dans la constitution du Nigeria. Et donc, contrairement à plusieurs pays de la région, Côte d'Ivoire, Guinée. Le nombre de mandats. Le nombre de Oui, mandats, au Nigeria, term. oui, il n'y a pas beaucoup de problèmes avec ça. Mais Obasanjo, il a essayé un peu, selon les gens, il a essayé de pour augmenter les mandats, mais ça ne marche pas pour lui. Mais maintenant, je pense que nous n'avons pas le problème avec ça maintenant, parce que Buhari, il a fait 8 ans et il est prêt à quitter son bureau. So maintenant, nous n'avons pas le problème. Tinubu, il est très vieux aussi, je pense pas, si il émerge président, il n'y a pas une chance parce que à mon avis, ça c'est à mon avis. Maintenant, au Nigeria, il n'y a pas beaucoup de problèmes avec respecter le mandat constitutionnel pour les présidents. C'est 4 ans. 4 ans, 4 ans. So 2 termes, 4 ans. Oui. Non, merci beaucoup. C'est très intéressant parce qu'à nouveau, l'idée de cette discussion, c'est aussi de permettre de comprendre un peu la différence entre le Nigeria et d'autres pays. Je crois que le caractère fédéral aussi, en réalité, signifie que le pouvoir est un peu plus éclaté, que on n'a pas un super président. Il y a quand même beaucoup d'autres pouvoirs au niveau des États et au niveau des partis qui font que c'est très difficile, en fait, pour un président qui veut rester de s'imposer. Je crois qu'Obasanjo avait essayé clairement et n'avait pas pu. Peut-être que les autres en ont tiré des leçons. Alors, juste pour conclure, hein, Teniola, je pense que c'est toujours bien de laisser un mot de conclusion de cette discussion en te remerciant déjà vraiment pour ta disponibilité et pour tes efforts en plus à nous répondre en français et pour tous les champs que nous avons couverts. Il y a, je pense, un des Célestin Agbessi qui soulignait, rappelait à nouveau l'âge des candidats. Le plus jeune, Peter Obi, a quand même 60 ans, alors que les 2 tiers de la population nigérienne ont moins de 30, je pense, de 30 ans ou 35 ans. Et peut-être ça me permet de te poser la dernière question un peu personnelle. Qu'est-ce que tu attends, toi, vraiment de ces élections cette année en tant que jeune Nigériane très engagée, souhaitant aussi un changement des pratiques politiques? Est-ce que tu crois vraiment que là, il y a une possibilité, quelque chose qui n'est jamais arrivé peut-être depuis 20 ans au Nigeria qui peut se passer? Quelles sont tes attentes personnelles? OK. L'Internet, c'était un peu mauvais. Juste... Yeah, what are your personal expectations? Do you think that it is a very special opportunity to have a kind of political change that the youth expected in Nigeria? Encore, à mon avis, je pense que si Peter Obi a gagné, si Tinubu a gagné, si Atiku a gagné, je pense que les choses ont changé un peu parce que même si les gens soudanais ou les gens moyenne classe, n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, mais
les engagements, c'est déjà augmenté. À mon avis, ça, c'est une chose politique parce qu'au Nigeria aussi, parce que le Nigeria était une économie pétrolière. Mais maintenant, avec le diminuer le revenu pétrolier, il y a une nouvelle classe digitale. Les gens qui travaillent avec les organisations internationales qui sont l'argent, il a beaucoup d'argent maintenant. Elles ont beaucoup d'argent, so elles changent un peu les structures politiques parce qu'il y a the wealth, so argent qui n'est pas lié n'est pas connecté avec l'ancienne structure politique au Nigeria. So si sa classe développée un peu, je pense que c'est possible pour avoir une moyenne classe très forte ou plus forte. C'est aussi possible pour changer comment le politique au Nigeria est construit, comment ça marche. So pour moi, whatever happens, c'est une bien chose que, il y a beaucoup d'engagement. C'est aussi une bien chose qu'il y a une contestation à les partis principaux au Nigeria. So c'est pas business as usual, whoever wins the elections. But I cannot say who will win these elections. Yeah. Thank you. Merci beaucoup, Teniola. Je crois que oui, on ne peut pas savoir qui va gagner. C'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour la démocratie de ne pas savoir qui va gagner à l'avance avant l'élection. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Teniola, pour cet échange. Merci à toutes et à tous, aux collègues de Wati qui ont participé à la préparation. Quelques mots juste de conclusion pour vous dire que, à nouveau, l'initiative Nigeria de Wati, vous pouvez la retrouver sur le site Internet, les biographies, les programmes, des documents de contexte produits par différentes organisations sur la situation au Nigeria, mais aussi des articles d'opinion sur ces élections et les enjeux. Je crois que le lien est disponible donc dans le chat. Je rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire si vous ne l'avez toujours pas fait sur la newsletter de Wati et qu'un bon moyen aussi de nous soutenir, c'est de partager l'information autour du site de Wati et de nos réseaux sociaux. Rappelez que tous nos événements virtuels sont enregistrés et seront donc disponibles sur la chaîne YouTube de Wati. Donc, cette conversation sur le Nigeria, elle sera aussi disponible très rapidement sur la page YouTube de Wati. Donc, vous pourrez réécouter évidemment cet enregistrement. Et enfin, terminer par l'intégration régionale. Je crois que ce qu'on voulait faire aussi à Wati, c'est de contribuer à ce que des personnes des pays de la région comprennent qu'on a intérêt à comprendre ce qui se passe ailleurs. Et pour nous, le Nigeria est extrêmement important. 200 millions d'habitants, en fait plus. C'est extrêmement important que les autres pays de la région s'intéressent au Nigeria. Et c'est important aussi que les Nigériens s'intéressent à la région. Et nous espérons continuer à travailler beaucoup à ce rapprochement, ou en tout cas cette compréhension mutuelle des différents mondes qui composent notre région. Donc, merci à nouveau. Merci, Teniola. Excellent après-midi à toutes et à tous. Thank you very much. Your French was great. I'll make sure to spend more time in Francophone Africa this year. Merci beaucoup, Gilles, pour m'inviter à ce séminaire. Oui. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci.